Esther Perel, bonjour et Bonjour. bienvenue dans Sainte-Sab. Alors vous êtes sexologue, vous préférez que l'on dise de vous que vous êtes étudiante en relations humaines. Oui. Pourquoi? Je suis sexologue et je suis psychothérapeute et parce que je pense qu'aujourd'hui on ne peut plus s'appeler expert en relations humaines parce qu'elles changent trop, parce qu'il y a une mouvance énorme et qu'il vaut mieux rester curieux et étudiant et humble que de penser qu'on a les réponses à tout. Alors votre dernier ouvrage en date, c'est certainement pas le dernier, Je t'aime, je te trompe, paru aux éditions Robert Laffont. Vous êtes belge, vous Oui. vivez à New York. Ce livre a d'emblée rejoint la liste des best-sellers du New York Times. Il va être traduit en 20 langues. Vous parlez 9 langues, vous donnez des conférences partout dans le monde. Je me trompe ou vous êtes un phénomène, Esther C'est Perel? pas moi qui vais répondre que je suis un Je vous phénomène. en prie. Alors, un titre assez ambigu, Oui, hein. disons Un que paradoxe, je ce t'aime, qui- je te trompe. Oui. Alors, ce qui est un phénomène, c'est le besoin qu'on a aujourd'hui d'avoir quelqu'un qui participe à créer la conversation pour gérer tous ces changements et tous ces paradoxes et contradictions qu'on a dans nos relations d'aujourd'hui. Alors que ce soit, c'est vrai, 21 millions de personnes qui regardent un TED Talk, c'est phénoménal. Un livre sur l'infidélité qui est dans la liste générale du New York Times. Qui va doubler le score Ouais. des internautes qui vous suivent. Et donc, mais c'est peut-être plus un statement sur le phénomène et sur le besoin des gens et sur ce sujet et sur l'importance de cadrer et de créer une structure de conversation pour tout ça que juste moi. C'est moi à la rencontre d'un besoin de société. D'accord, alors ce livre, c'est un peu une onde de choc, un tsunami, quelque part. Qu'est-ce que l'infidélité? Comment peut-on Alors, la c'est un résumer? livre sur les relations et sur le couple d'aujourd'hui. Mm. C'est un livre qui se sert de l'infidélité pour comprendre le couple d'aujourd'hui, parce que l'infidélité recèle en fait le drame humain. Tout y s'y retrouve, que ce soit l'amour, le désir, le cœur brisé, l'abandon, le rejet, la jalousie, la vengeance, le mensonge, le secret. On retrouve tout. Et pour ne pas devoir aller qu'à l'opéra, j'ai pensé qu'un livre qui se sert de ce sujet, qui fait tellement mal aujourd'hui, qui est vécu comme une des causes principales du divorce, qui a doublé en douleur et qui a doublé en sens aussi, je pense pourquoi ne pas prendre la crise pour comprendre ce qui est bien. On n'étudie pas une entreprise uniquement en étudiant Apple et Google. Ouais. On prend des cas de défaite, de chute, de rupture, de fracture pour comprendre comment est-ce qu'on se reconstitue, comment est-ce qu'on se reconstruit. Et donc, pour ça, l'infidélité. Qu'est-ce qu'elle représente aujourd'hui ou qu'est-ce qu'elle est? La définition est élastique. Elle change tout le temps. Avant, c'était très simple. Il y avait un petit enfant qui venait 9 mois plus tard et il ne nous ressemblait pas nécessairement. Aujourd'hui, c'est beaucoup de choses, parce qu'on a connu des gens avant, parce qu'on connaîtra peut-être des gens après, parce qu'il y a des gens qui continuent à rôder autour, parce que l'idéal romantique fait qu'on se croit être l'élu, le seul, le moi, l'irremplaçable, et que quand cette crise arrive, on se rend compte qu'on n'est pas si indispensable que ça, et donc elle fait plus mal qu'elle n'a jamais fait. Elle fait mal autrement parce qu'elle est une crise d'identité, à la fois une crise de confiance. C'est un problème d'identité de soi? Oui, en Occident, oui. En Occident. En Occident. Et c'est dû à la société actuelle? C'est dû au fait qu'on se marie 15 ans plus tard, qu'on se choisit au-delà des 1000 personnes qu'on a au bout des doigts, et qu'on se dit que ça ne va jamais nous arriver parce qu'on est l'élu, parce qu'on est l'âme sœur, parce qu'on ne s'est pas établi avec le premier venu que nos parents nous ont mis dans les bras. Oui, c'est vrai. Est-ce que l'infidélité peut être sans connotation sexuelle? L'infidélité est toujours une histoire érotique. Ça ne veut pas dire qu'il y a du sexe. D'accord. C'est un script érotique. C'est un script érotique dans le sens où il y a une énergie vitale dans l'infidélité, parce qu'il y a transgression, parce qu'il y a interdit, parce qu'il y a désir, liberté, infraction des règles, et c'est ça qui le rend érotique. Le baiser qu'on imagine donner peut être tout aussi puissant que des nuits d'amour, mais c'est érotique, c'est pas sexuel, c'est pas le sexe qui décrit l'infidélité, c'est le désir. Est-ce qu'on est infidèle parce qu'on ne trouve plus à la maison ce dont on a envie, ce qui nous parle, ce qui nous sublime quelque part? On dit toujours on va voir ailleurs. Oui, mais ça c'est un langage, de la même manière qu'on parle de tromperie, etc. Je veux dire, on a un langage qui est tellement inadapté pour expliquer la complexité de l'infidélité. C'est tellement plus vaste, plus complexe, plus sérieux et plus humble que tout ce qu'on parle de sensationnalisme et de vulgarisation.
Parfois, on se laisse aller avec quelqu'un d'autre, pas parce qu'on ne trouve pas chez soi, mais parce qu'on ne veut pas ça chez soi non plus. À la maison, je suis la mère, je suis la femme, je suis celle qui s'occupe de sa mère dans le home, je suis celle qui s'occupe de notre enfant handicapé, je suis celle qui prend toutes les responsabilités. Moi, je voulais un espace où j'étais peut-être pas responsable de qui que ce soit d'autre. Ça n'a rien à voir avec je ne le trouve pas chez moi. Je ne sais même pas comment commencer cela chez moi. C'est irréaliste. Ça, c'est un des discours parmi plein d'autres. Donc, je pense que ce qui est plus important, c'est de comprendre que souvent les gens me disent je ne suis pas allée chez quelqu'un d'autre parce que je voulais rejeter la personne avec qui je suis. Me suis retrouvée avec quelqu'un d'autre parce que je ne voulais plus être la personne que j'étais moi-même devenue. Trouver une autre dimension de soi. De soi. De soi. D'accord. C'est pas toujours un symptôme d'un manque dans le couple, c'est souvent le symptôme d'une perte qu'on ressent à l'intérieur de soi. Est-ce qu'il peut y avoir de l'infidélité chez les couples heureux? Il y a de l'infidélité chez les couples qui sont satisfaits, oui. Oui, heureux dans le sens où ils n'ont pas du tout envie de briser ce lien qu'ils ont. Ils aiment ce qu'ils ont construit ensemble, mais il y a autre chose qu'une personne, une confrontation avec soi-même, une révélation de soi à soi-même qui a lieu hors du contexte de ma vie quotidienne. C'est pas seulement de ma relation avec mon conjoint. Un couple, ce n'est jamais que deux personnes, c'est un système. L'infidélité, c'est dramatique souvent pour un couple. Est-ce que ça peut aussi booster un couple? Alors, il y a des infidélités qui assomment le couple et qui donnent le coup fatal à une relation qui était déjà agonisante, ou qui donnent la justification, maintenant je peux enfin partir. Il me bat, il boit, il ceci, il cela, mais maintenant j'ai ma justification, je peux y aller. C'est quelque chose d'assez extraordinaire que cette trahison-là donne enfin l'élan. Mais d'autres infidélités sont un signal d'alarme qui éveille un couple qui était devenu paresseux, complaisant, qui ne communiquait plus, qui ne se touchait plus, qui n'avait plus d'attention, qui passait son temps comme ça, et qui en une fois se dit « Ouïe, on a tellement à perdre, qu'est-ce qui nous est arrivé ?» et qui en une fois nous remet en face à face. Quand on se rencontre, on nous met en face à face. Pendant la vie, on devient en parallèle. Et souvent, une crise comme ça nous remet en face à face. Internet a changé la donne au niveau de la fidélité, Bien sûr, c'est la première fois qu'on peut être infidèle sans devoir quitter la maison. Voilà, ouais. Donc pour commencer, il n'a jamais été plus facile de rencontrer quelqu'un d'autre, il n'a jamais été plus difficile de garder le secret. Avant, il fallait attendre que la grand-mère meure pour ouvrir le tiroir et pour voir qu'il y avait des lettres d'amour qui étaient cachées depuis des années. Aujourd'hui, pas seulement que je découvre, mais je découvre tout l'historique dans tous les détails. Et donc, ça n'est pas seulement douloureux, c'est quasi traumatisant. Bien sûr. Est-ce que l'infidélité doit rester secrète ou bien c'est bon d'en parler, de partager avec son conjoint? Quand on a une infidélité, oui, ça dépend entièrement des conséquences. Si je risque de perdre mes enfants, si je risque d'être rejetée de la maison, si je risque de perdre toute ma sécurité, si je risque d'avoir mon conjoint ou mon partenaire qui appelle mon job pour dire à mon patron toutes sortes de choses, la révélation est toujours liée aux conséquences de la révélation, pour la personne qui le dit et pour la personne qui l'entend. Quand on se demande est-ce que je dois dire, la question à se poser c'est quelles seront les conséquences du dit. Parfois c'est de la bienveillance, parfois c'est de la cruauté par rapport à l'autre. oui. Donc c'est pas ça ou ça, c'est parfois ça et d'autres fois ça. Et c'est à nous de bien être honnête avec nous-mêmes. Est-ce que je le dis parce que je pense à ton bien-être à toi, ou est-ce que je le dis parce que ça va nettoyer ma conscience à moi? Moi je vais enfin pouvoir dormir, mais toi tu vas commencer ton cauchemar. L'infidélité c'est honteux. Mais c'est honteux dans la société parce que dans le secret, dans le silence, parce que universellement condamné et universellement pratiqué, parce que conséquences très différentes pour une femme que pour un homme, parce qu'il y a toujours eu un double standard, que l'homme a pratiquement une licence pour pouvoir aller ailleurs, tandis que l'homme est un chasseur de par nature. Mais on n'en sait rien de ce que la femme est par nature. La femme n'a jamais agi par nature, elle agit par devoir. Donc on ne sait pas vraiment ce que veut la femme. Et on ne sait pas vraiment ce que veut l'homme, parce que l'homme n'a le droit que d'exprimer certains besoins à travers le trou de serrure de la sexualité. Donc on a tous leur permission culturelle et sociale. Elle peut parler d'affection et d'amour, lui doit parler de sexe. On n'en sait rien du tout si dans le fond ce qu'il recherche est fondamentalement différent. Lui se doit de dire qu'il est dans la diversité, etc. Et elle se doit de dire que c'est parce qu'elle est dans le désespoir. Quand les conséquences seront les mêmes pour les deux, on saura si lui aussi parfois est dans le désespoir et si elle parfois n'est pas moins frivole que lui. Vous parlez, vous Esther Perel, de polyamour. Oui.
Moi, je parle de polyamour parce que c'est le mot qu'on donne aujourd'hui Oui. à la quête d'une nouvelle communauté dans laquelle on essaye de développer différents modèles pour être en relation, qui soient à la fois des modèles qui rejoignent mon besoin d'engagement et de stabilité avec mon besoin de liberté. Et pour ça, des personnes ont appelé ça la non-monogamie consensuelle ou le polyamour, que je puisse aimer plus d'une personne à la fois, ce que je fais de toute façon quand j'ai mon meilleur ami et mon partenaire, mais que je n'ai jamais fait en incluant la sexualité. Ce qui est parfois le cas, mais pas nécessairement. Et dans l'ensemble, c'est une manière de dire on ne peut pas demander tout à une personne. D'office, on a un modèle aujourd'hui et 50% du temps, il se dissout. Donc, si Apple vous vendait un téléphone qui se casse 50% du temps, est-ce que vous l'achèteriez? Non. Bon, mais c'est ce qui se passe avec le couple. Mais c'est quand la monotonie s'installe dans le couple. Pas non? nécessairement. Non. Pas nécessairement. Peut-être que parfois il y a un partenaire qui est malade, qui ne peut plus, qui ne veut plus. Peut-être qu'il y a tellement de raisons pour lesquelles on cherche des compromis à des vies imparfaites. Est-ce que vous auriez un conseil à nous donner, Esther Perel, quand on vous a sous la main? Mais moi, je pense que le premier conseil que j'ai à donner, c'est que c'est un sujet dont on doit pouvoir parler et que moi, mon livre, mon TED Talk, mon podcast, Where Should We Begin, c'est tout. Il n'y a pas de tabou, sans tabou. Il y a des interdits, mais il y a quand même un besoin d'ouvrir cette conversation pour que les gens souffrent moins, pour que les enfants souffrent moins, pour que on ne vive pas ça dans le double silence et dans le double secret. Un, tu m'as trompé, et deux, je peux rien lui dire parce qu'elle va encore me juger du fait que je vais peut-être même décider de rester avec toi. Donc je me retrouve dans une situation toxique de double secret qui m'isole et qui m'étouffe. C'est anxiogène. C'est terriblement anxiogène et douloureux. Donc d'office, je pense qu'aujourd'hui, il y a des conversations qu'on doit avoir qui sont difficiles, qu'on n'a jamais eues, qu'on imagine que les gens ont de toute façon quand ils sont en crise, qui n'est pas le meilleur moment pour les avoir et qu'il faudrait peut-être parler à l'avance. On me dit, c'est bizarre. Parce que je dis, c'est bizarre de parler aujourd'hui si on veut des enfants, combien d'enfants on veut, quand est-ce qu'on les veut. Ben, il y a 50 ans, ça aurait été très bizarre. Il y a plein de sujets qui deviennent aujourd'hui des sujets de négociation, qui ne sont plus juste des sujets de règles, parce qu'on est dans un modèle de négociation et plus un modèle de règles quand il s'agit de nos relations. Et c'est ça qu'il faut apprendre à faire. Et on est au moment pivot maintenant où on est en pleine transition de comment est-ce qu'on gère ces nouveaux sujets. Avant, quelqu'un serait venu et aurait eu des rapports sexuels avant de s'engager, on aurait trouvé ça bizarre. Maintenant, ce n'est plus une question en Occident que quelqu'un a connu d'autres partenaires avant de s'établir avec celui avec lequel il veut faire une vie, ou avec qui il a déjà fait d'autres vies. Et maintenant, la prochaine conversation sera comment est-ce qu'on parle de cette même liberté à l'intérieur du couple. Certaines personnes vont trouver ça très dangereux, certaines personnes vont trouver ça très libérateur. Mais la conversation doit pouvoir être mise sur la table. Merci beaucoup Esther Perel, c'était un grand moment passé avec vous. Je t'aime, je te trompe, c'est paru aux éditions Robert Laffont. Merci.